Bonjour à toutes et tous, je vais traiter aujourd'hui un sujet de dissertation qui s'inscrit dans le domaine de la philosophie morale et politique. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? En première approche, vous noterez que le sujet met en relation deux expressions, défendre ses droits et défendre ses intérêts. On se demande donc s'il y a une équivalence entre les significations de ces deux expressions qui renvoient l'une et l'autre à des pratiques sociales, voire à des activités politiques. Il s'agira donc de mettre en évidence les points communs et les différences entre ces pratiques. D'abord, tentons de clarifier de quoi parle-t-on. Les droits désignent ici les droits subjectifs, c'est-à-dire les droits détenus par des personnes. Les droits subjectifs se distinguent du droit objectif, c'est-à-dire l'ensemble des lois en vigueur au sein d'une société donnée. Le droit objectif est, lui, extérieur, indépendant des personnes auxquelles il s'applique. Mais c'est bien le droit objectif, le système des lois, qui confère aux individus des droits subjectifs. Ces derniers constituent des garanties juridiques reconnues aux personnes par la collectivité. C'est pourquoi le juriste Jean Carbonnier déclarait « Si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif de le faire. Détenir un droit signifie que la collectivité me donne l'autorisation d'accomplir certaines actions et me protège des atteintes éventuelles des autres. » Le juriste américain Wesley Ofield a proposé une typologie des droits subjectifs. Il en distingue 4 types. Tout d'abord, les droits privilèges. Un droit privilège confère une liberté, c'est-à-dire une absence d'interdiction de faire quelque chose. Par exemple, si on dit que j'ai le droit de ramasser du bois dans la forêt, ça signifie que ça ne m'est pas interdit. Ensuite, les droits exigences. Un droit exigence donne la possibilité pour un agent d'exiger quelque chose d'un autre agent. Par exemple, si je passe un contrat avec une autre personne, je peux exiger d'elle qu'elle remplisse sa part du contrat, par exemple qu'elle me paye pour le service que je lui ai fourni. Le droit exigence suscite donc un devoir corrélatif chez un autre agent. Le droit pouvoir donne la capacité à un agent de produire une nouvelle norme qui s'imposera donc à d'autres agents. Par exemple, si je suis élu ou nommé à une fonction de responsabilité, cela me donnera la capacité juridique de produire certaines normes qui s'appliqueront à des personnes dont je suis responsable. Enfin, quatrième type de droit, le droit immunité, qui protège d'une altération de droit que pourrait provoquer un autre agent pourvu d'un droit pouvoir. L'expression « défendre ses droits » renvoie donc à toutes les actions qui visent à faire reconnaître ou à faire valoir n'importe lequel de ces types de droits subjectifs. Les intérêts renvoient à tout ce qui importe réellement à un agent, ce qu'il juge avantageux pour lui-même. Mon intérêt, c'est ce que je considère être mon bien, par exemple parce que cela correspond à une amélioration de ma situation financière ou de mes conditions de vie. L'intérêt peut être strictement individuel, mais il peut aussi être commun. C'est ce qui est jugé bon par plusieurs personnes à la fois. On peut aussi parler de l'intérêt général, c'est-à-dire ce qui est considéré bon pour l'ensemble d'une collectivité, voire l'ensemble de l'humanité. Il est possible qu'il existe des tensions entre l'intérêt collectif et certains intérêts individuels. Nous allons pouvoir entamer notre introduction en commençant par une reformulation du sujet qui en explicite les termes. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Il s'agit ici de se demander si toute revendication d'une protection juridique apportée par la collectivité équivaut à une exigence de satisfaction de nos préférences personnelles. En effet, les droits subjectifs que l'État me reconnaît constituent pour moi des garanties que je pourrais mener à bien certaines actions, certains projets, sans en être empêché. Mes droits viennent sécuriser mes intérêts, ils me donnent la capacité d'exprimer des réclamations si je me sens lésé dans mes intérêts. En ce sens, lutter pour mes droits revient bien à défendre mes intérêts. Cependant, on peut se demander si les garanties offertes par le droit sont suffisantes pour permettre la satisfaction de mes intérêts. En effet, si mes droits me donnent une autorisation d'agir et protègent mes intérêts déjà acquis, me donnent-ils pour autant le pouvoir de réaliser mes objectifs? L'égalité des droits entre les individus ne peut-elle cacher des inégalités de pouvoir susceptibles d'exister entre eux? En sens inverse, on peut se demander si la lutte pour les droits ne se fait qu'au nom d'intérêts particuliers. En effet, les droits ne concernent pas simplement un individu ou un groupe particulier, mais bien l'ensemble de la société. Ainsi, lorsqu'on revendique un droit, ce n'est jamais seulement pour soi-même, mais bien pour toutes les personnes qui en bénéficient. En ce sens, loin de se résumer à une recherche de satisfaction de nos préférences privées, la lutte pour les droits ne procède-t-elle pas avant tout d'une exigence d'être reconnu et traité de façon égale à tout autre? Nous traiterons donc ce sujet en 3 parties. Tout d'abord, nous montrerons que les droits subjectifs constituent bel et bien des garanties de la jouissance de nos intérêts personnels. Cependant, dans une seconde partie, nous montrerons que les seules garanties juridiques ne suffisent pas à assurer que les intérêts de tous pourront être satisfaits. Enfin, nous verrons dans un 3e temps que la lutte pour défendre des droits dépasse toujours le seul désir de défendre ses intérêts personnels.
Première partie, les droits subjectifs constituent des garanties de la jouissance de nos intérêts personnels. Nous allons montrer ici le lien étroit entre les droits subjectifs et les intérêts privés. Premier point, l'obtention d'un droit vise à sécuriser la situation de l'individu qui en bénéficie. Les droits subjectifs ont une double dimension. Ils sont à la fois des autorisations à agir et des protections. Lorsque l'État m'attribue un droit, il me confirme ma liberté d'accomplir certaines actions et m'assure que je pourrai bien bénéficier des avantages qui découleront de celles-ci. Je ne serai donc pas empêché d'accomplir le projet que je me suis donné. Par exemple, si une activité commerciale est autorisée par la loi, alors il m'est permis de la pratiquer et on me reconnaît le droit de toucher des revenus générés par celle-ci. Les droits subjectifs constituent en ce sens des assurances de pouvoir bien jouir de nos intérêts. À ce titre, si je fais valoir mes droits, par exemple, en m'adressant à un tribunal de commerce en cas de contrat litigieux, c'est bien pour défendre mes intérêts privés que j'estime lésés. Deuxième point, en l'absence d'une fixation claire des droits personnels, les individus vivraient dans la crainte de voir leurs intérêts lésés. Nous allons procéder ici à une expérience de pensée en imaginant ce qui se produirait en cas d'absence de fixation des droits personnels. En l'absence d'institutions politiques, fixant le système des droits individuels, nous serions dans une situation d'incertitude et d'insécurité. C'est ce que John Locke, dans son traité du gouvernement civil, appelle l'état de nature. Il s'agit d'une situation hypothétique qu'il oppose à l'état de société dans laquelle nous vivons. Dans cet état de nature, il n'y a pas de loi commune, c'est-à-dire de règles impératives assorties de sanctions définissant les droits et devoirs de chacun. Néanmoins, selon Locke, on aurait tout de même des agents devant travailler et échanger afin de subvenir à leurs besoins. Toute activité laborieuse est un fait générateur de droits, selon Locke. Dès lors que je laboure un terrain et que j'y fais pousser moi-même des plantes, cela me donne un titre à déclarer miens les fruits de mon travail. Toutefois, en l'absence de droit de propriété clairement défini, comment être certain de ce qui est mien et de ce qui appartient à mon voisin cultivant le champ d'à côté? Comment éviter que certains viennent se servir dans mon champ? C'est pour cette raison que Locke considère que les individus dans l'état de nature sont nécessairement conduits à constituer un État. Celui-ci aura pour tâche de fixer les droits garantissant à chacun la jouissance de ses intérêts privés. L'institution de l'État vise à transformer la simple appropriation de fait en propriété reconnue en droit. Pour Locke, la protection des droits individuels constitue à la fois la fonction de l'État et la limite de son pouvoir. En effet, l'État n'a lui-même pas le droit de porter atteinte aux droits des personnes. Ces derniers constituent des garanties, des protections des intérêts privés des personnes sur lesquelles se fonde l'État. Troisième point, les droits que détient un individu le protègent contre les atteintes éventuelles d'autrui à l'encontre de ses intérêts. Au sein d'un même système juridique, les droits et devoirs fonctionnent en réseau. Aux droits d'un individu répondent les devoirs corrélatifs des autres membres de la collectivité. Par exemple, si je dispose d'un droit de propriété sur un bien, cela signifie que les autres ont l'obligation de respecter ce droit et donc de ne pas utiliser ou s'approprier mon bien sans mon autorisation. En retour, je suis moi aussi tenu de respecter les biens des autres. Ainsi, les droits garantissent à chaque individu une sphère privée protégée des intrusions d'autrui, dans laquelle il peut agir à sa guise pour jouir de ses intérêts privés. La sphère de chacun a pour limite celle des autres. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la formule « La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres ». C'est en ce sens que Benjamin Constant définissait la liberté des modernes dans les termes suivants. C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer, de disposer de sa propriété, d'en abuser même, d'aller et de venir, sans en obtenir la permission, et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C'est pour chacun le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours ou ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies. Enfin, c'est le droit pour chacun d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. Autrement dit, il s'agit d'une liberté négative, caractérisée par l'absence d'interférence d'autrui dans les actes de la personne. Constant oppose cette liberté négative des modernes
à la liberté positive des anciens, qui résidait selon lui dans la participation active de l'individu à la vie de la cité, plutôt que dans la jouissance de ses intérêts privés. Nous arrivons au moment de notre transition. Si les droits que me confère la collectivité me donnent l'autorisation d'agir comme je le juge bon pour satisfaire mes intérêts, et me protègent contre les interférences des autres, me donnent-ils pour autant les moyens d'obtenir cette satisfaction? En bref, est-il vraiment suffisant d'obtenir des droits pour défendre ses intérêts? Nous commençons donc notre deuxième partie. Les seules garanties juridiques ne suffisent pas à assurer que les intérêts de tous pourront être satisfaits. Premier point, la liberté que confère le droit est seulement formelle. Seule une liberté réelle peut véritablement me permettre de défendre mes intérêts. Lorsque l'État m'accorde un droit, il me donne la permission de mener à bien certains projets. Pour autant, avoir le droit de faire quelque chose n'implique pas nécessairement que je dispose des moyens de le faire. Par exemple, la liberté de la presse autorise tous les individus à créer un journal. Néanmoins, dans la pratique, ceux qui disposent de capitaux et de réseaux importants auront beaucoup plus de facilité que les autres à mettre en œuvre un tel projet. Dès lors, acquérir un droit peut certes constituer une condition nécessaire, mais pas suffisante de défendre mes intérêts. C'est en ce sens que Karl Marx considère que les droits confèrent une liberté formelle et non une liberté réelle. Dans ses réflexions sur la question juive, Marx développe une critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette dernière ne fait selon lui que sanctifier les intérêts de la bourgeoisie sans véritablement proposer d'émancipation aux masses laborieuses. Constatons avant tout le fait que les droits de l'homme, distincts des droits du citoyen, ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. En quoi consiste la liberté? Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Les limites dans lesquelles chacun peut se mouvoir sans nuire à autrui sont marquées par la loi, de même que la limite de 2 champs est déterminée par un piquet. Il s'agit de la liberté de l'homme considérée comme une monade isolée, repliée sur elle-même. Le droit de propriété est le droit de jouir de sa fortune et d'en disposer à son gré, sans se soucier des autres, indépendamment de la société. C'est le droit de l'égoïsme. C'est cette liberté individuelle, avec son application, qui forme la base de la société bourgeoise. Elle fait voir à chaque homme, dans un autre homme, non pas la réalisation, mais plutôt la limitation de sa liberté. Aucun de ces prétendus droits de l'homme ne dépasse l'homme égoïste, l'homme en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé. La société apparaît comme un cadre extérieur à l'individu, comme une limitation de son indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leur propriété et de leur personne égoïste. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame des droits, mais sans donner les moyens concrets aux individus d'agir pour sortir de leurs conditions. Pour Marx, loin de rassembler les hommes, les droits de l'homme les séparent et les isolent dans leur individualité. Pour Marx, la liberté réelle ou matérielle n'est pas juridique mais économique. Elle réside dans les moyens de production effectifs qui nous permettent de réaliser nos projets. Cette liberté réelle, comprise comme pouvoir d'agir, ne commence pas là où s'arrête celle des autres. Au contraire, c'est une liberté collective. Les individus qui travaillent ensemble, qui coopèrent dans la production de leurs moyens de subsistance, dans l'amélioration de leurs conditions de vie, se renforcent mutuellement. La liberté des uns renforce celle des autres. Mais une telle liberté collective implique un contrôle collectif et démocratique des moyens de production. C'est notamment ce que Marx déclare dans le passage suivant, situé à la fin du 3e volume du Capital. Dans le domaine de la production, la liberté ne peut consister qu'en ceci. Les producteurs associés règlent de manière rationnelle leurs échanges organiques avec la nature et les soumettent à leur contrôle commun au lieu d'être dominés par la puissance aveugle de ces échanges. Et ils les accomplissent en dépensant le moins d'énergie possible dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. S'il y a une approche davantage centrée sur l'action individuelle que sur l'action collective, on peut comparer la perspective de Marx à celle de l'économiste indien Amartya Sen pour comprendre la distinction entre liberté formelle et liberté réelle. Pour Sen, la liberté réelle ne peut consister simplement à attribuer des droits ou même des ressources. Il convient de développer les capacités des individus, c'est-à-dire leur capacité concrète d'agir et de mobiliser des ressources mises à leur disposition. Sen déclare en ce sens « Une personne peut disposer d'un revenu plus élevé et d'une ration alimentaire plus abondante que ceux d'un autre individu, mais disposer néanmoins d'une moindre liberté de mener une existence de personne bien nourrie en raison d'un métabolisme basal plus élevé, d'une plus grande vulnérabilité aux maladies parasitaires, d'une plus grande taille ou d'une grossesse. De même, lorsqu'on aborde le problème de la pauvreté dans les pays riches, il faut tenir compte du fait
que nombre de pauvres, en termes de revenus et d'autres biens premiers, présentent également des caractéristiques, telles que l'âge, le handicap, la mauvaise santé, etc., qui leur rendent plus difficile la conversion des biens premiers en capacités de base, telles que la capacité de se déplacer, de mener une vie saine et de prendre part à la vie de la collectivité. Ni les biens premiers, ni les ressources définies plus largement ne peuvent rendre compte de la capacité dont jouit effectivement une personne. Donc pour Sen, la liberté réelle doit toujours se comprendre dans une relation complexe entre d'un côté les projets d'un individu, de l'autre sa situation concrète, et enfin les facteurs environnementaux, institutionnels et personnels susceptibles d'influencer sa capacité de mettre en œuvre ses projets. Selon Sen, les institutions sociales doivent maximiser ses capacités concrètes d'agir et de mener à bien des projets de vie. Deuxième point, l'égalité des droits est susceptible d'occulter l'inégalité des moyens de satisfaire ses intérêts. Non seulement les droits ne font que donner des autorisations d'agir sans donner les moyens concrets de mener à bien nos projets, mais ils sont également susceptibles de masquer les inégalités matérielles entre les individus. La proclamation de l'égalité juridique entre les hommes est un moyen de cacher les inégalités économiques selon Marx. Du point de vue du droit, le patron et le salarié sont égaux. Ils ont les mêmes libertés formelles, ainsi que Marx le rappelle au chapitre 4 du premier volume du Capital. Le capitalisme présuppose même ce rapport d'égalité. Le capitaliste et le travailleur sont deux propriétaires qui échangent des biens sur le marché. Le capitaliste est propriétaire de ses moyens de production, usines, machines, matières premières, capitaux financiers. Son intérêt consiste à faire fructifier son capital, mais il a besoin pour cela d'acheter de la force de travail, laquelle constitue la seule marchandise capable de valoriser les autres marchandises. L'ouvrier, quant à lui, est un travailleur libre, au sens où il dispose librement de sa force de travail qu'il peut mettre en vente sur le marché. Il n'est pas lui-même un bien qu'un maître pourrait acheter, comme l'esclave antique. Et il n'est pas attaché personnellement à son seigneur, comme l'était le serf à l'époque féodale. Mais il ne possède aucun autre bien que sa force de travail pour satisfaire ses besoins et assurer sa survie. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Donc on vit dans la peur, dans la terreur de l'accident du travail, dans la peur de la maladie. Et ici, à quelques pas, un ouvrier me racontait que dans les années 38, alors qu'il était ouvrier paysan, il avait été obligé de vendre 2 vaches, il en avait 3, pour pouvoir opérer son fils de l'appendicite. Le prolétaire n'a ainsi pas d'autre liberté réelle que celle de louer sa force de travail, tandis que le patron dispose d'une liberté réelle beaucoup plus étendue grâce aux capitaux dont il dispose. Ainsi, le contrat de travail dans une société capitaliste repose sur une égalité fictive. Il consacre en réalité la domination du capitaliste sur le salarié. Le patron est en position de force, il peut imposer les conditions qui lui sont le plus favorables pour maximiser l'exploitation de la force de travail. En fait, les droits, et en particulier le droit de propriété, visent à garantir le maintien d'un tel rapport. Selon Marx, pour les salariés, la défense des intérêts passe par la lutte politique visant à modifier les rapports de force dans la société et non pas simplement à une défense des droits. On pourrait répondre à Marx que les droits peuvent aussi avoir un impact sur les conditions matérielles des individus. La proclamation de droits socio-économiques suscite pour l'ensemble de la société un devoir de s'assurer que ses membres bénéficient d'une protection suffisante contre les risques sociaux, comme la maladie ou le chômage. De tels droits visent à améliorer concrètement les conditions matérielles d'existence et de travail des membres de la société. C'est à ce moment-là, en 1945-46, que la sécurité sociale a été mise en place suite aux décisions du Conseil national de la résistance. Un conseil d'administration a été nommé, j'ai été élu secrétaire général de ce conseil et de ce fait, je suis devenu le leader pour mettre en place cette caisse de sécurité sociale en Haute-Savoie. La création de la sécurité sociale, c'est d'abord une grande bataille pour la dignité, une bataille pour le droit à la santé et à la vie,
qui passe d'abord par la volonté de se dégager des charités pour aller vers la solidarité, qui traverse tout le combat des mutuelles, des syndicats, des corporations. Et une grande page de cette histoire a été ouverte ici avec Ambroise Croizat, fils d'usine, né à quelques pas dans les cités ouvrières, et qui va pousser à l'achèvement cette grande lutte de siècle en créant, lorsqu'il est ministre du Travail en 1945, la sécurité sociale. Le sociologue T.H. Marshall a ainsi souligné une continuité entre l'affirmation des droits politiques et celle des droits sociaux et économiques. En effet, l'accès au droit de vote a permis aux travailleurs d'exiger que leur soient reconnus de nouveaux droits s'appliquant au monde du travail. Nous arrivons maintenant à notre troisième partie. Nous allons voir que la lutte pour les droits dépasse toujours le seul désir de défendre ses intérêts. Premier point, les droits ont un caractère universel dont sont dépourvus les intérêts. Les sociétés humaines sont constituées d'une pluralité d'individus participant à différents cercles sociaux, cercles familiaux, amicaux, professionnels, confessionnels, etc. Leurs intérêts sont parfois difficiles à concilier. L'une des fonctions essentielles de la politique consiste à arbitrer entre ces différents intérêts, quelquefois en sacrifiant certains intérêts particuliers au nom d'un intérêt plus général. Par exemple, les dirigeants politiques peuvent prendre la décision d'exproprier certains individus pour construire une autoroute au nom de certains intérêts économiques plus généraux, comme faciliter les transports, développer le commerce ou le tourisme, désenclaver une région, etc. Face à ce type de décision, selon Ronald Dworkin, dans Prendre les droits au sérieux, la fonction des droits fondamentaux est d'assurer une égale protection des personnes, pour empêcher qu'elles ne soient sacrifiées au nom d'un intérêt supérieur. Les droits imposent une limite aux décisions politiques, quelquefois oppressives à l'égard de minorités. Selon Ronald Dworkin, c'est notamment le rôle du juge de s'assurer que toute personne est bien respectée, traitée de façon équitable, au nom de ses droits humains. En effet, lorsqu'il rend la justice, le juge rend effectif certains droits des personnes auxquelles sa décision s'applique. Pour Dworkin, les capacités ou protections juridiques qui sont effectivement conférées aux individus découlent de droits moraux des personnes. Ceci renvoie aux revendications qu'on peut raisonnablement atteindre d'une personne, à la fois consciente de ses intérêts et de ses projets, et du fait qu'elle vit au sein d'une communauté dans laquelle elle souhaite agir en des termes équitables vis-à-vis d'autrui. I argue that government lacks moral title to coerce, unless it respects the dignity of its subjects. There is a basic condition of political legitimacy. No government is legitimate unless it meets that condition. Government must treat each and every person over whom it claims dominion with an equal concern and an equal respect. An equal concern means that social policy must take the fate of each individual to be equally important with the fate of any other. So when deciding on a political policy, it can't discount the effect on some citizens. Obviously, it can't do that because of their race, but it can't do that because of their economic class either. Equal respect means that government must respect the dignity of each individual by allowing each individual to determine for himself or herself what would count as a good life. What counts as a successful life. Chaque personne exige donc une protection de la part des lois, non seulement pour elle-même, mais également pour tous les autres membres de la société. Deuxième point, on ne revendique pas des droits seulement pour soi, au nom de son intérêt particulier, mais pour tous, en tant que citoyens. Les intérêts ont un caractère exclusif, ils appartiennent à certains et pas à d'autres. On a vu que l'intérêt général correspondait à l'intérêt de la collectivité prise comme un tout, s'imposant quelquefois aux intérêts de certains individus. Mais il apparaît souvent comme l'intérêt de la majorité face aux minorités. Les droits ont en revanche un caractère universel. Les sociétés dans lesquelles les individus ne disposent pas de droits égaux sont considérées comme manifestement injustes. Ainsi, lorsqu'on lutte pour ces droits, ce n'est jamais seulement en son nom propre, pour son seul intérêt, mais au nom de tous. Par exemple, le mouvement des droits civiques, mené par Martin Luther King, ne luttait pas pour obtenir des droits différenciés pour les Afro-Américains. Il luttait justement pour que les droits civils et politiques soient véritablement généralisés à l'ensemble des citoyens, pour mettre fin à l'exclusion des Afro-Américains. Et ce, au nom même des principes universalistes proclamés dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Il convient de ne pas oublier le fait que la position défendue par King ne faisait pas l'unanimité au sein du mouvement afro-américain. Stokely Carmichael s'est notamment démarqué de l'idée d'intégration mise en avant par King. Selon Carmichael, l'intégration pour les Afro-Américains, dominée au sein de la société états-unienne, ne correspond pas à une émancipation, mais à une nouvelle forme d'assujettissement à la majorité blanche américaine. How can we begin to build institutions that will allow people to relate with each other as human beings? This country has never done that. Now, several people have been upset because we've said that integration was irrelevant when initiated by blacks, and that in fact it was a subterfuge, an insidious subterfuge for the maintenance of white supremacy. People ought to understand that we were never fighting for the right to integrate, we were fighting against white supremacy. In order to understand white supremacy, we must dismiss the fallacious notion that white people can give anybody their freedom. No man can give anybody his freedom. A man is born free. You may enslave a man after he is born free. And that is in fact what this country does. It enslaves black people after they're born. So that the only act that white people can do is to stop denying black people their freedom. That is, they must stop denying
freedom. They never give it to anyone. Pour Carmichael, ce n'est pas par l'intégration que les Afro-Américains, minorité dominée au sein d'une société raciste, pourront affirmer leur égale dignité à celle de leurs concitoyens, mais justement en affirmant leur capacité de s'autodéterminer, de définir par eux-mêmes qui ils sont. It is clear to me that we have to wage a psychological battle on the right for black people to define their own terms, define themselves as they see fit, and organize themselves as they see it. De nombreux mouvements politiques luttent ainsi contre des discriminations dont sont victimes les femmes ou des minorités ethniques, religieuses ou sexuelles. Ce qui anime ces mouvements, c'est justement l'exigence d'être traités comme des égaux, et donc de mettre fin à la contradiction entre une égalité proclamée mais fictive et une inégalité de fait. Vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir profondément et de l'intérieur les égales des hommes. Bon, et pour qu'elles puissent le devenir et avoir des responsabilités économiques, politiques, sociales qui soient équivalentes. Ceci nous permet de parvenir à notre dernier point, l'idée que la lutte pour les droits exprime d'abord un désir de reconnaissance et d'intégration. Lorsqu'on défend ses droits, on revendique son appartenance à la collectivité. On exprime son désir d'inclusion dans la communauté des citoyens, détenteurs des mêmes droits. C'est en ce sens qu'on peut considérer qu'à l'arrière-plan des luttes pour les droits, il y a un désir de reconnaissance. En effet, selon Hegel, les rapports conflictuels entre les individus sont sous-tendus par des désirs de reconnaissance. Quand je m'oppose à autrui, je veux que celui-ci me reconnaisse comme un être humain au moins égal à lui-même. Respecter autrui, c'est bien le traiter comme un égal, tandis que le mépriser consiste justement à le rabaisser, à le traiter comme un inégal à soi. La sphère politique de l'État est justement la sphère d'intégration sociale qui rend possible la reconnaissance mutuelle entre les citoyens, en tant que l'État leur reconnaît les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils peuvent dès lors se reconnaître comme des égaux. Hegel considère que l'État se distingue de la société civile, sphère sociale dans laquelle chacun, poursuivant son intérêt particulier, se distingue des autres en développant ses compétences dans une activité spécifique. La sphère politique sert justement à compenser cette différenciation en réunissant les individus autour de droits communs. Les droits apparaissent ainsi comme un moteur d'intégration, tandis que les intérêts sont plutôt facteurs de différenciation. On a vu dans un premier temps qu'il y avait bien un sens à dire que défendre ses droits revenait à défendre ses intérêts, dans la mesure où les droits que l'on peut faire valoir ou acquérir délimitent une sphère de protection de nos intérêts personnels. Ils constituent ainsi une condition nécessaire mais pas suffisante de défense de nos intérêts. Pas suffisante car la défense des intérêts, qu'ils soient individuels ou collectifs, exige souvent plus que la seule garantie juridique conférée par le droit. Défendre ses droits, c'est seulement revendiquer une liberté négative. Autrement dit, le droit de ne pas être contraint, de ne pas être menacé, de ne pas subir d'interférences extérieures dans nos choix. Mais défendre ses intérêts nécessite souvent davantage une liberté positive de concrétiser nos projets, que l'on peut conquérir, notamment par la coopération avec ceux qui partagent nos intérêts face à des forces qui nous dépassent. Quant à la lutte pour les droits, on a vu qu'elle ne se faisait pas seulement au nom d'intérêts, qu'ils soient individuels ou collectifs, mais bien au nom de tous les détenteurs potentiels de ces droits. Par la lutte pour des droits, on exprime notre reconnaissance de ces personnes comme égales à nous-mêmes, et notre désir d'inclusion avec celles-ci au sein d'une communauté élargie. Cette leçon est maintenant terminée. Si vous souhaitez approfondir les différents points abordés, vous pouvez consulter les textes que je mets à disposition dans le lien en description.